Adesso la parola a Jan Greb. Abbiamo sentito e visto un accordo già in essere, sentiamo un accordo auspicato. Merci. Aux remerciements que je dois à Lino Leonardi pour m'avoir invité à venir, je dois joindre immédiatement des excuses qui cette fois-ci, Lino Leonardi m'a déjà entendu parler italien, il a trouvé le premier prétexte qui lui est venu à l'esprit pour me demander de parler plutôt en français, et c'est pour ça que je vous dois des excuses, parce qu'il a pensé qu'elle serait beaucoup plus longue si je devais excuser mon italien. Je commence par quelques mots de présentation du FEV. Le Französisches Etymologisches Wörterbuch, ou FEV, est le grand dictionnaire du français et de tous ses dialectes, et il a été le modèle du Lessico Etymologico Italiano de Max Pfister. Le but de son auteur, Walter von Wartburg, était de rassembler tout le lexique gallo-roman et de l'étymologiser. Et lorsque je dis tout, il faut vraiment comprendre tout. Le FEV contient non seulement tout le lexique de toute l'histoire du français écrit, y compris certaines formations très éphémères, mais tout le lexique de toute l'histoire des textes occitans et franco-provençaux, l'argot, beaucoup de matériel des langues techniques, et enfin, tout ce qu'on peut atteindre de l'immense matériel dialectal des langues d'oc, d'oïl et franco-provençal. C'est donc tout le matériel lexical qui existe ou a existé sur le territoire de l'ancienne Gaule, depuis les premiers textes romans jusqu'aujourd'hui. Et on ne s'étonne donc pas du gigantisme du dictionnaire qui compte 16 000 pages et d'après des comptes qui ont été faits, pas par moi, je ne m'engage pas, 5 millions d'unités lexicales. Si on ajoute que Wartburg a aussi voulu donner une représentation des structures lexicales des parlers gallo-romans et de leur évolution, on comprend que l'immense matériel qu'il a pu apporter à l'étude de la variation linguistique, de toutes les formes de variation linguistique, ait exercé une influence aussi grande sur la romanistique du XXe siècle. Alors, les articles sont structurés comme ceux du Ley, vous les connaissez probablement et je n'insiste pas. Les entrées des articles sont fournies par les étymons. Et c'est pourquoi la structure du FEV, comme celle du Ley, est divisée en fonction de la langue de ces étymons. Il y a donc, à côté de la section des étymons latins, grecs et onomatopéiques, une section de germanisme, une section d'anglicisme, une de mots d'origine orientale et plusieurs sections consacrées à de plus petites langues, c'est-à-dire à des langues qui ne sont pas petites en elles-mêmes, mais qui ont eu moins d'importance pour l'histoire du français. Mais aucune section particulière n'est prévue pour les italianismes, par exemple, ou pour aucun autre emprunt aux langues romanes. Il n'y a pas non plus de place régulière qui est prévue pour les italianismes dans la structure des articles du FEV. Les emprunts aux langues romanes sont toujours identifiés, mais par des solutions ad hoc et différentes qui sont exposées à chaque fois explicitement dans le commentaire. Alors, on peut dire que c'est un défaut du FEV, et sur ce point, c'est un défaut qui a été corrigé par le Ley, qui lui a prévu une place à part dans les articles et dans une section du Ley. Alors, la question des emprunts se pose d'ailleurs aussi dans l'autre sens. Quels mots français ou gallo-romans ont-ils été empruntés par d'autres langues, et en particulier par l'italien ? Alors, le FEV répond à cette question dans des notes, mais il ne le fait pas nécessairement, il le fait surtout lorsque la réponse donne des indications sur l'histoire du mot en gallo-roman. Alors, on peut comprendre les raisons qu'a eu Wartburg de ne pas se concentrer sur cette question, mais il y a tout de même un manque, sans doute. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer trouver dans un article du FEV ? Il faut commencer par préciser que le FEV, au vu de son ambition totalitaire, ne peut pas faire l'histoire de la langue par un dépouillement direct des textes. Il ne le fait que par exception, et normalement, le FEV est un dictionnaire de dictionnaires, c'est-à-dire il accède à la réalité linguistique par les dictionnaires du français du XVIe siècle à 2015, par les glossaires dialectaux, par les dictionnaires historiques, par les glossaires d'auteurs et de textes, par des études onomasiologiques et, dans quelques cas seulement, et de manière pour ainsi dire complémentaire, par un accès direct au texte ou à la compétence linguistique des locuteurs. À l'époque de Wartburg, la constitution du matériel était organisée de façon taylorienne, on peut dire, par une savante répartition entre les petits collaborateurs, les rédacteurs et Wartburg lui-même. Au moment de la rédaction, Max Pfister me corrigera, le rédacteur n'ouvrait normalement plus un livre et travaillait seulement sur fiche. Cet aspect du travail maintenant a complètement changé et le rédacteur a plus d'initiatives individuelles au moment de la rédaction pour la constitution du matériel.
Cette évolution du travail de dépouillement est liée aussi à une modification fondamentale de la quantité de matériel traité et de la précision de l'analyse. Lorsque Wartburg a commencé la publication de son dictionnaire en 1922, il ne disposait que d'une petite fraction du matériel dialectal que nous possédons aujourd'hui. Mais la différence principale réside dans le traitement de la langue écrite du Moyen-Âge à aujourd'hui, pour laquelle Wartburg avait une considération insuffisante dans les premiers volumes. L'évolution de ce point de vue a été si forte qu'on parle d'un changement de méthode dans la rédaction du FEV et que Wartburg a jugé nécessaire de refaire les volumes qu'il avait rédigés avant-guerre. C'est ce travail de refonte qui est encore en cours et la taille des nouveaux articles correspond maintenant à 20 ou 30 fois celle de leurs correspondants dans la première rédaction. On comprend que tout le matériel disponible n'est pas présent dans le FEV publié. Alors, la question qui se pose spécialement aujourd'hui, je crois, est celle de la valeur de notre documentation pour l'ancienne langue. Alors, le FEV n'est ni un dictionnaire de l'ancien français, ni un dictionnaire du moyen français. Dans les premiers volumes, on peut même dire qu'il est notoirement insuffisant de ce point de vue. Mais dans sa plus grande partie, le FEV est un des dictionnaires les plus importants pour l'ancienne langue. Et bon, bien sûr, il ne remplace ni le dictionnaire de Godefroy, ni celui de Tobler-Léomach, mais il les complète et les dépasse souvent pour l'analyse sémantique, pour l'enregistrement de locution, par exemple, mais aussi pour le matériel et parfois pour la réinterprétation des faits. Le FEV est en principe dépassé par le dictionnaire du moyen français, le DMF, que je vais présenter dans un instant, par le DAF, par l'Anglo-Norman Dictionary, dans le secteur spécial que couvrent ces dictionnaires. Alors, ces dernières années, par une conjonction qui est sans doute un hasard, 2 thèses d'italianistique sont réalisées en partie au FEV. Il s'agit tout d'abord de celle d'Alexandra Messalti, qui est co-dirigée par Jean-Pierre Chambon et Michela Russo, du Ley, et qui est consacrée, enfin qui est professeure en France, mais collaboratrice au Ley aussi, et cette thèse est consacrée aux emprunts lexicaux entre Gallo-Romagna et Italo-Romagna, dans une approche géolinguistique et sociolinguistique qui étudie les lieux précis, les lieux au sens géographique et social, les lieux précis de l'emprunt et de la diffusion. Donc, une thèse qui abandonne l'étude des emprunts comme mettant directement en contact deux langues nationales, ou, disons, la description des emprunts comme ayant mis directement en contact deux langues nationales, pour voir le processus d'emprunt comme le contact entre des variétés. La variété particulière qui prête, la variété particulière qui emprunte, et donc qui étudie la thèse, qui étudie ensuite la façon dont la nouvelle unité étend, ou n'étend pas, dans certains cas, sa diffusion vers d'autres variétés, et dans certains cas parvient même à se généraliser dans la langue nationale. Madame Messalti, qui réalise sa thèse en partie sous la direction de Michela Russo, qui est donc responsable des gallicismes au Ley, a été stagiaire au Ley. Elle rédige également des articles au FEV, où elle séjourne régulièrement. Une autre thèse a commencé récemment, c'est celle de Madame Francesca De Blasi, qui travaille sur le lexique de l'école poétique sicilienne. Alors, son premier directeur est Marcello Aprile, rédacteur au Ley, et la question des rapports de ce lexique avec les parlers gallo-romans a paru suffisamment importante pour que M. Aprile et Madame De Blasi aient l'idée de demander à un équivalent de Marcello Aprile au FEV, c'est-à-dire à moi, de participer à la direction. Et Madame de Blasi viendra travailler à Nancy quelques mois, tout bientôt. Alors je voulais seulement, avec ces deux exemples, montrer que dès maintenant, certains italianistes peuvent voir l'intérêt d'une collaboration avec le FEV. Alors, le FEV n'est cependant pas une structure isolée. Il fait partie à Nancy d'un laboratoire du CNRS dont je dois dire quelques mots. Ce laboratoire a pris la succession d'un institut qui était en quelque sorte l'équivalent pour la France de l'OVI, l'Institut national de la langue française. C'est là que s'est fait le Trésor de la langue française, le plus grand dictionnaire du français, et c'est pour la rédaction informatisée en 1960 déjà, une rédaction entièrement informatisée, qu'on avait constitué la base de texte que vous connaissez peut-être sous le nom, enfin qui est la base de texte Frantext, mais qui repose sur la saisie de textes du 19e et 20e siècle qui a commencé sur carte perforée en 1960.
Alors, dans la conception du premier directeur du dictionnaire, Paul Ims, le trésor de la langue française, qui décrivait la langue des 19e et 20e siècles, devait être suivi d'une série de dictionnaires équivalents pour le moyen français, la langue des 14e et 15e siècles, pour l'ancien français, pour la langue classique, etc. Alors, seul le dictionnaire du moyen français a été réalisé, et il l'a été par Robert Martin, qui est actuellement président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et il a été réalisé sur un plan tout différent. Il s'agit d'un dictionnaire informatisé, sans publication papier, évolutif et qui est lié à une base de données textuelle. Alors, est-ce que si l'accès à Internet fonctionne, je me permets... Comment... Ah, voilà. Alors... Alors, évidemment, c'est pas du tout... Non, je crois qu'il faut le mettre en minuscule, excusez-moi. Voilà. Bon, voilà, ça c'est le site du dictionnaire du moyen français. Alors, vous avez plusieurs modes de recherche. Bon, ici... qui repose sur un lemmatiseur, c'est-à-dire que le dictionnaire reconnaît tout de suite, dans ce cas-là, l'entrée. Enfin, vous voyez, il arrive à reconnaître l'équivalence entre manger et mangier, par exemple, qui sont deux formes possibles et concurrentes en moyen français. Si j'avais indiqué l'autre forme, on serait tombé sur... L'entrée du dictionnaire, c'est la forme manger, G-E-R, mais si j'avais tapé mangier, qui est une forme tout à fait fréquente dans les textes de moyen français, le dictionnaire propose l'identification avec ça. Donc il y a une reconnaissance automatique du lemme auquel correspond la forme particulière que j'ai entrée, et ce lemmatiseur a été réutilisé dans le dictionnaire pour créer un système de lemmatisation automatique des textes qui propose une lemmatisation. Alors il y a des cas qui ne sont pas ambigus où le dictionnaire classe automatiquement le vocabulaire, et il y a d'autres cas où il propose à l'utilisateur un choix entre plusieurs solutions, et donc on peut faire sans initiative de l'utilisateur autre qu'un choix entre les solutions proposées. Il y a ce qu'on appelle l'outil glossaire, c'est-à-dire la proposition de faire un glossaire automatique, un glossaire complet automatique d'un texte qu'on aurait saisi. Bon, alors je vais ici à l'article. L'article est assez important ici, et bon, il y a deux articles. Alors cet article-là, vous voyez qu'il y a des renvois, que le dictionnaire, en réalité, bon, il y a plusieurs modes de recherche, et la recherche par article est en réalité assez secondaire. Je vous signale immédiatement, puisque j'y suis, qu'il y a des liens automatiques qui sont établis vers l'Anglo-Norman Dictionary, dans ce cas-là, vers un autre dictionnaire qui est fait, et vers le FEV. Non, c'est pas ici que se fait le lien vers le FEV. Excusez-moi. Voilà, c'est ici que se fait le lien vers le FEV. Et donc, c'était aussi pour vous montrer ça. Le FEV est maintenant mis en ligne sous format image, et les articles sont identifiés. Les articles eux-mêmes sont identifiés. Alors, je vais y revenir dans un instant. Alors, pour le dictionnaire du moyen français, le développement du dictionnaire est maintenant concentré sur les nouveaux modes d'utilisation, c'est-à-dire assistance à la rédaction de glossaires, par exemple, mais le DMF commence aussi à fonctionner comme une sorte de hub pour l'accès et la mise en communication des différents dictionnaires historiques. Donc là, vous avez vu un exemple dans lequel on renvoyait au dictionnaire étymologique de Chrétien III, à l'Anglo-Norman Dictionary, au FEV, mais il y a aussi des renvois au Godefroy, des renvois directs au Godefroy en ligne, ou au dictionnaire étymologique de l'ancien français, selon des cas. Alors ça, c'est une évolution qui est assez significative de l'évolution récente du laboratoire dans lequel je travaille, qui s'appelle maintenant ATILF, Analyse et traitement informatique de la langue française, et qui abrite un site internet
comme celui du CNRTL, qui est un site de lexicographie qui est consulté 400 000 fois par jour. Donc c'est une des fonctions du laboratoire maintenant, que de s'occuper de lexicographie électronique. Alors, les différents projets qui sont menés au laboratoire sont maintenant toujours conçus pour être utilisés en ligne et en ligne seulement, et toujours en accès libre. Alors, je ne veux pas dire par là que toute ambition intellectuelle a été abandonnée non plus. Il existe des projets, parmi ceux qui ont commencé récemment, où l'intérêt et la nouveauté ne reposent pas sur le traitement informatique, mais sur des conceptions scientifiques originales. Mais enfin, de toute façon, les bases de données, la possibilité de mettre en raison les différents travaux sont toujours des éléments importants pour les travaux qu'on mène au laboratoire. Alors, vous savez peut-être qu'il existe des organisations de niveau européen qui essayent, elles aussi, d'organiser par une mise en réseau les différents dictionnaires historiques. J'ai participé, Lino Leonardi et Pietro Beltrami, j'ai pu les rencontrer dans des réunions COST, desquelles le FEV a fait partie. Enfin, il y a plusieurs programmes, et le TLIO aussi. Alors, je ne suis pas parfaitement optimiste pour mon compte quant aux résultats qui doivent être attendus de ces projets de super organisation. Mais en revanche, certaines collaborations plus directes fonctionnent beaucoup mieux. Le FEV est relié à d'autres projets lexicographiques, surtout par des collaborations personnelles, mais dans certains cas, par des accords de collaboration formels. On peut citer le cas d'un accord qui a formellement été mis en place pour relier le FEV et le glossaire des patois de la Suisse romande à l'université de Neuchâtel, en Suisse. Alors, il s'agit d'un accord de formation doctorale qui prévoit le recrutement de doctorants en Suisse, qui sont financés par la Suisse, comme rédacteurs au FEV, l'accueil de stagiaires, qui sont des étudiants de master, l'accueil de stagiaires à Nancy, l'envoi des doctorants en stage au glossaire des patois de la Suisse romande, l'organisation d'écoles doctorales, M. Beltrami a enseigné lors d'une d'entre elles, et qui facilite aussi certaines collaborations, en particulier sur la question de l'informatisation. Alors, vous voyez vers quel but tend mon exposé. Le but d'ailleurs était annoncé par son titre. Le FEV, je crois, profiterait beaucoup d'une collaboration directe et formalisée avec l'OVI, en particulier avec le TLIO, et j'ose espérer que celle-ci ne vous serait pas complètement inutile non plus. Alors, j'en viens tout de suite au contour que pourrait prendre cet accord, mais je voudrais préciser d'abord que, selon moi, cet accord peut s'inscrire dans le cadre de l'informatisation du dictionnaire. Alors, cette informatisation a le but de diversifier et de faciliter les modes d'accès au FEV. Dès maintenant, on dispose de la possibilité d'accéder au FEV en mode image, comme je vous l'ai montré, ce qui n'est pas encore grand-chose, si on veut, mais ces images sont liées à l'index du dictionnaire. Un index avait été réalisé, il avait été publié en 2003. Il contient environ 10%, 5 à 10% des unités lexicales du FEV, mais enfin c'est quand même un nombre considérable, 250 000 entrées. Et maintenant, en fait, la recherche sur ce site utilise la version électronique de cet index. Mais par contre, il y ajoute d'ailleurs la possibilité de rechercher par étimon, ce qui n'était pas possible avec l'index. Mais une rétroconversion complète du dictionnaire est en cours. Elle est en cours sous la direction de Pascal Reinders de l'Université de Liège. Et ça nous donnera accès à une version réellement informatisée du dictionnaire. Alors, il existe déjà un prototype et dans quelques semaines ou quelques jours, il sera accessible partiellement sur notre site internet, c'est-à-dire avec des fonctionnalités extrêmement réduites et sur un secteur du dictionnaire seulement. Parce qu'on n'a pas encore rétroconverti, on n'a pas encore saisi l'ensemble des 25 volumes. Il y a seulement certains volumes qui sont... parce que ça coûte des sommes relativement importantes. Et donc, on n'a pas encore une saisie complète du texte du dictionnaire qu'on réalise parallèlement au développement de l'interface de consultation de cette version électronique. Alors, l'interrogation pourra s'appuyer sur un balisage des différentes informations et il sera possible de faire des recherches par champ et de croiser ces recherches. Soit rechercher certains mots ou certaines séquences dans tel dialecte particulier ou dans tel ensemble de dialectes ou tous les adjectifs issus d'un même suffixe latin, etc. Alors, le texte du FEV est en principe, et si tout fonctionne bien, entièrement interprété par le processus de rétroconversion.
Un autre projet que je juge précieux, mais qui, je le crains, ne sera jamais terminé, c'est celui de l'index onomatologique du dictionnaire, qui a été réalisé en grande partie et qui existe sous forme de fiches. Alors nous l'avons en partie saisi informatiquement et l'interface de consultation existe et fonctionne, vous pouvez y accéder sur le site du FEV. Mais malheureusement, ce n'est qu'une partie de l'index qui a été saisie et le travail est très long. Alors pour le moment, nous n'avons pas les forces de travail qui permettent de continuer cette saisie. Dans le cadre de l'informatisation, nous avons été confrontés au problème des caractères spéciaux et de leur lisibilité par les utilisateurs Internet. Parce que le FEV utilise une police de caractères très étendue dont on n'a pas une liste complète. Enfin, il y a beaucoup de caractères spéciaux. Alors d'abord, on a commencé par engager une spécialiste pendant quelques temps pour résoudre une question étroite, mais finalement ça a pris de l'ampleur et une typographe de l'Atelier national français de recherche typographique, à la suite d'un début de collaboration, donc, a maintenant commencé une thèse de doctorat, qui d'ailleurs sera la première thèse de doctorat en typographie en France, et qui contiendra le dessin d'une nouvelle police de caractères, qui est déjà réalisée, spécialement conçue pour les FEV et pour une double utilisation online et sous format imprimé. Alors cette typographe collabore aussi au développement de l'interface de consultation du dictionnaire. Le résultat de la rétroconversion du dictionnaire, il y a des questions techniques aussi qui se posent dans les rapports avec Unicode, parce que souvent quand on fait des nouveaux caractères, on les dépose dans la zone privée d'Unicode et il n'y a aucune interopérabilité possible. Et là, en rapport avec Unicode d'ailleurs, on a développé un autre système. Le résultat de la rétroconversion du dictionnaire, une fois achevé, devrait être une utilisation différente du FEV. Alors, il y a des progrès dans l'interrogation, je les ai mentionnés il y a un instant, mais je voudrais ajouter l'exemple d'un programme de cartographie automatique, qui est un peu en retard, qui permettra, si tout va bien, de réaliser automatiquement des cartes ou des combinaisons de cartes à partir des matériaux qu'on choisit dans plusieurs articles du FEV. Ainsi, j'espère que non seulement l'utilisation du FEV serait facilitée, c'est-à-dire qu'on trouvera plus facilement ce qu'on cherche, mais l'utilisation devrait aussi changer et s'élargir. Voilà. Alors, ce que je viens d'exposer me met maintenant en position, je crois, de présenter la forme que pourrait prendre une collaboration entre nos deux instituts. Elle contiendrait plusieurs éléments que je présente ici comme des propositions, et des propositions que je serais heureux de voir discuter tout à l'heure. 1. Des liens automatiques du Clio vers le FEV, vers la version rétroconvertie quand elle existera, mais dès maintenant vers la version image, puisque tous les articles sont indexés individuellement, donc le rapport est tout à fait possible, de la même façon qu'il se fait depuis le DMF. Alors, le renvoi se fera probablement au niveau de l'article seulement et non au niveau de la forme précise, je crois, pour le moment. Dans l'autre sens, des renvois pourraient se faire du FEV vers le Clio dans certains cas. Alors pour les nouveaux articles qui sont directement en ligne, ce serait facile à faire. Et pour les anciens articles, si cela peut être réalisé automatiquement sur le FEV, rétroconverti, on le ferait, mais peut-être que ça ne vaudrait pas la peine de le faire à la main. Alors ce dernier aspect, c'est peut-être pas une priorité. Mais des liens automatiques pourraient aussi être réalisés vers le dictionnaire du moyen français, pour tous les cas où les attestations françaises de l'époque, donc 1330, 1500, tous les cas où ces attestations sont pertinentes. Ce renvoi pourrait alors servir de renvoi global pour le français du Moyen-Âge, puisque le DMF fournit lui-même des renvois en retour vers tous les principaux dictionnaires de l'ancienne langue. Donc il n'y aurait pas besoin de les inscrire dans le TILIO. Enfin, il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser le DMF comme ça, aussi comme moyen d'action au reste de la documentation sur l'ancienne langue. On n'a plus beaucoup de temps, donc j'avais préparé 2 exemples, mais c'est peut-être pas la peine. Alors, deuxième point, un autre aspect, parce que j'imagine que vous arrivez à vous représenter comment peuvent se faire ce passage. Alors, un autre aspect d'une collaboration entre nos institutions serait la généralisation et la systématisation des consultations d'une rédaction par l'autre et un accès des uns aux matériaux des autres. Alors pour que personne ne se fasse d'illusions, voici ce que le FEV et la TILF peuvent offrir. La rédaction du FEV ne repose pas sur un fichier déjà constitué, mais sur des dépouillements qui se font pour une grande partie, nouvellement pour chaque article. Mais
on a tout de même certains matériaux en réserve. Comme je l'ai expliqué, il y a une évolution si nette dans la rédaction du FEV qu'on a parlé de changement de méthode de rédaction. Et les nouveaux articles contiennent donc beaucoup plus de matériel que les plus anciens. Une partie de ce matériel, qui est le résultat de certains dépouillements, se trouve dans le fichier du FEV, qui n'offre donc pas des matériaux récoltés systématiquement, mais tout de même certains compléments qu'on pourrait communiquer. Et d'autre part, notre bibliothèque continue à être la source la plus riche pour l'histoire du français et de ses dialectes. Alors ce que nous pouvons offrir, c'est la consultation de ces données sur demande. Mais par contre, ce que je ne peux pas offrir, c'est de donner un nouvel article du FEV, enfin tous les matériaux du FEV sur demande, parce que c'est un travail très important qu'on ne peut pas réaliser dans chaque cas. Alors, les matériaux du FEV peuvent et doivent être complétés par ceux de la TILF, qui sont très riches pour la période du moyen français, et peut-être un peu moins sur la période immédiatement précédente. Donc, c'est plutôt pour le XIVe et le XVe siècle, malheureusement, que pour les XIIe et XIIIe, qu'on a une documentation très importante. Alors, une grande partie de ces matériaux sont publiés dans le dictionnaire du moyen français, mais il reste également une documentation sous forme papier. Donc, il y a une documentation supplémentaire qui pourrait être profitable au TLIO, et il y a aussi une certaine connaissance de notre part, et ce serait peut-être là le plus utile, une certaine connaissance de notre part sur les moyens d'accéder. Troisièmement, à ces réponses sur des points précis s'ajoute un autre mode d'accès à nos matériaux, c'est-à-dire que nous accueillerions volontiers des membres de l'OVI qui jugeraient utile de travailler chez nous. Alors je pense qu'en général, une convention faciliterait cet accueil et en général des séjours croisés. Quatrième point, des développements communs, en particulier en matière de mise en réseau sur Internet. Alors, je ne sais pas si le besoin pourra s'en faire sentir. Bon, comme vous savez, les développements informatiques se font de manière très indépendante d'une institution à l'autre. Et après, c'est déjà assez difficile de travailler avec des informaticiens sans vouloir encore devoir coordonner les informaticiens qu'on connaît, les informaticiens d'un autre endroit avec qui on a des rapports difficiles. Donc, peut-être que ce n'est pas rentable. Mais je pense qu'il y a quand même certains cas où il va être indispensable de créer des accès communs à nos ressources. Et peut-être qu'un travail à notre échelle, à l'échelle d'une collaboration, d'une triade, comme disait Max Pfister, pourrait être un mode efficace de régler certaines de ces questions. Cinquième aspect, comme j'ai expliqué, je ne veux pas donner comme j'avais prévu de l'expliquer plus exactement, je ne souhaite pas donner des compléments systématiques au FEV, ni des corrections au texte du FEV. Mais il y a cependant certaines parties qui mériteraient d'être repensées, et parmi celles-ci, les emprunts qui sont faits par l'italien aux langues gallo-romanes. Alors, dans la version électronique du dictionnaire, on pourrait très bien envisager de placer des renvois à une documentation à jour à ce propos. Donc, pour cela, il faudrait trouver probablement des financements complémentaires pour engager quelqu'un pour réaliser cette partie du travail. Mais de toute façon, un travail de ce type devrait s'appuyer sur les travaux du LEI et du TLIO, et il faudrait voir ensemble quel serait l'endroit le plus utile pour les placer, ou si le FEV n'apporte de placer de tels renvois dans le FEV n'apporte rien à la connaissance, ou si au contraire c'est un bon moyen d'accéder à ce type d'informations sur les échanges linguistiques. Une convention de ce type, sixième point, pourrait prévoir des relectures réciproques qui ne concerneraient naturellement que les emprunts. Il n'y a pas besoin de faire des relectures générales. La rédaction du FEV, en tout cas, pourrait tout à fait réaliser des relectures si le TLIO le juge utile, des relectures pour certaines parties des articles. Il faudrait vérifier, septième point, l'utilité d'échanger des stagiaires. Je ne sais pas encore si ça pourrait être utile ou pas. Et cela pourrait se faire en relation avec les universités auxquelles sont liées nos institutions. De toute façon, une convention, à mon avis, devrait prévoir cette possibilité. Et huitième et dernier point, enfin, il arrivera certainement que nos deux institutions voient le besoin d'organiser des activités qui les concernent toutes les deux, une formation doctorale, une réunion sur un objet précis. Alors, j'en arrive à une conclusion très brève, mais qui est surtout un appel à la discussion. Je crois qu'un accord entre l'Opera del Vocabolario Italiano et en particulier le TLIO et le laboratoire TILF du CNRS et en particulier le FEV, je crois qu'un tel accord est possible et qu'un tel accord serait utile aux deux institutions. Alors, quelle forme doit prendre notre collaboration ? C'est ce qu'il faut que nous discutions et dès maintenant, je suis là pour répondre à vos questions.
Bene, allora mi pare che oltre alla possibilità di collaborazione, che credo sarà stata molto gradita, ha dato anche un quadro molto vasto dell'articolazione del lavoro a Nancy e anche delle possibilità di collaborazione.